Bonsoir, bienvenue dans Canal et compagnie. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à nos animaux de compagnie. Et pour ce faire, eh bien, on va le faire avec Caroline Martin. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Caroline, vous êtes animatrice radio, mais vous avez également écrit un livre qui s'appelle Chaventure. Oui, tout à fait. Donc un plaidoyer contre les abandons, mais on va avoir l'occasion d'en parler dans le courant de l'émission, je crois. Tout à fait. Et on reçoit également le docteur Virginie Scripteux. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Et vous êtes médecin vétérinaire au centre vétérinaire Malcourant et on a l'habitude de vous recevoir tous les mois. Bonne année à toutes les deux. Ah, merci. Bonne année. Merci. Alors effectivement, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé avec le centre vétérinaire Malcourant, Virginie, mais les gens ne réfléchissent pas toujours avant de prendre un animal de compagnie. Ben voilà Zazou qui s'en va, parce que j'ai oublié effectivement de présenter Zazou, qu'on connaît bien ici dans l'émission, mais on a Shanghai également ce soir, Virginie avec nous sur le plateau. Et donc, en fait, Caroline, la démarche, ça a été... d'abord, vous êtes une amoureuse des chats, je pense. Je suis une amoureuse des chats depuis toujours, puisque c'est vrai que déjà, chez mes parents, j'avais des chats. Et la démarche, ça a été un petit peu un ras-le-bol, en fait. J'ai côtoyé pendant des années des gens, des voisins, des amis... des collègues qui me racontaient que bon voilà, ils prenaient un chat, un chien et puis hop, on part en vacances, on n'en veut plus, on déménage, on n'en veut plus et les animaux se retrouvent dans la nature. Et c'est suite à un déménagement justement d'un voisin, j'ai vraiment eu un coup de colère ce jour-là et je me suis mise à écrire cette petite histoire qui est relatée donc dans Chaventure, en me disant que si ça pouvait faire réfléchir 10, 20, 100 personnes, ce serait déjà pas mal. Ce serait toujours ça de gagner. Ouais. Clairement. Et dans ce livre, en fait, ce sont les chats qui se racontent, tous les chats que vous avez adoptés. Oui. Qui racontent à quel point ils ont été, d'abord leur mésaventure, d'abord. Oui. Et puis à quel point aussi ils ont été heureux de retrouver un foyer. Et ils expliquent en fait ce besoin qu'ils ont. Je ne sais pas, mais Virginie, en tant que vétérinaire, va peut-être l'expliquer, mais on a l'impression que les gens s'imaginent qu'un chat, finalement, comme c'est effectivement beaucoup plus indépendant oui. qu'un chien, que ça n'a peut-être pas les mêmes besoins, pas besoin d'être voilà. autant câliné, etc. Alors qu'en fait, c'est un animal domestique. Mais qui a besoin de l'homme pour manger, déjà, ça c'est déjà une chose, et aussi pour recevoir des câlins. La preuve ici, elle reste quand même, elle ronronne. Je crois qu'ils ont besoin d'avoir la chaleur humaine, d'avoir un foyer. Le chat, c'est un animal qui est très territorial, donc il a vraiment besoin il s'attache encore plus au lieu qu'aux personnes, je pense. Vraiment, ça, c'est très important pour eux. Oui, tout à fait. Et puis, moi, enfin, je ne comprends pas qu'on puisse prendre une petite boule de poil en se disant, bon, voilà, je vais l'acheter dans 2 mois, dans 6 mois, quand je serai passée à autre chose. C'est pas un objet, un animal, c'est un être vivant. On l'a dit, qui a besoin d'attention, qui a besoin de soins, qui a besoin de repères. Donc voilà, ça demande réflexion et je crois qu'il ne faut pas se dire je prends un chien ou un chat et puis je m'en débarrasse à qui mieux, je reprends un autre quand j'en aurai marre. On est dans une société de consommation, d'accord, mais il y a des limites, quoi. En fait, dans le livre, les histoires qui sont relatées sont vraiment les histoires des chats ? Ce sont en grosse majorité les histoires des chats, en tout cas pour ce que j'en sais. Et puis évidemment, j'ai quand même un petit peu extrapolé puisque je ne connais pas l'histoire vraiment complètement des chats que j'ai adoptés. J'en connais juste une partie. Je sais par exemple que Sam, effectivement, il a été abandonné suite à un départ, à un déménagement. Mais le reste, j'ai quand même un petit peu extrapolé, en disant qu'il a traîné sur la rue pendant X jours, etc. Ça, je n'en sais rien. Mais vu l'état dans lequel je l'ai retrouvé, effectivement, ça ne faisait pas 3-4 heures.
ça faisait des jours qu'il était dans la rue et qu'il n'avait plus à manger, qu'il avait des problèmes de santé, qu'il n'était pas soigné, ce genre de choses. Oui, d'ailleurs, on va parler de ça, du coup, des problèmes de santé. En tout cas, quelque chose qui revient dans tous ces chats qui se racontent et qui ont été abandonnés, c'est toujours ce sentiment que finalement, on a l'impression que les gens font peu de cas. En fait, c'est vraiment, il n'y a même pas à un moment donné de se dire, bah ouais, je vais quand même le laisser là. Qu'est-ce qui va arriver ? C'est comme si c'était une chose. Oui, voilà, exactement. Je ne vais pas m'encombrer, quoi. Je crois que les gens changent de chat ou de chien un petit peu comme on peut changer de télévision ou de GSM en se disant « Ah ben maintenant j'en ai marre, je passe à autre chose ». Est-ce que c'est pas encore plus fort avec le chat qu'avec le chien ? Si, parce qu'on pense toujours que comme il est indépendant, il va arriver à chasser, il va pouvoir se trouver... C'est ça, je pense que les gens pensent, oui. Oui. Je le laisse dans la nature, il va chasser, alors que c'est un animal domestique. Oui, même s'il chasse, on se rend quand même bien compte que tous les chats errants restent quand même près des maisons. Le nombre de personnes qui nourrissent des chats à l'extérieur parce que le chat tourne autour de la maison. Donc c'est le chat qui cherche le contact. C'est pas que la nourriture, je pense que c'est quand même un contact avec l'humain ou des choses comme ça. Donc, quand ils ont toujours vécu avec des humains, je pense que bon, ils ont perdu leur côté sauvage et autonome finalement, donc ils dépendent vraiment des gens pour vivre, tout simplement. Et puis d'ailleurs, on se rend compte que chaque chat a son caractère et qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment à la recherche et sont tout le temps fourrés dans vos jupes. Tout Caroline. À fait. J'en ai quelques-uns à la maison, oui. Ce qui est important de dire aussi aux gens, c'est le coût justement que ça va impliquer, le fait de prendre un chat ou un chien d'ailleurs. Je pense d'abord, l'achat, même si les chats européens en général, donc les chats de gouttière, sont donnés par du bouche à oreille ou des choses comme ça, les chats de race sont déjà payants. Et puis, si on veut être en ordre avec la loi, donc il faut pucer son animal, il faut le stériliser. Il faut aussi savoir que stériliser une chatte, ça coûte plus cher que castrer un mâle. Je pense que c'est des choses auxquelles il faut penser. C'est une centaine d'euros. C'est-à-dire ? Pour une chatte, oui, et pour un mâle, c'est plus ou moins la moitié. Donc, oui, donc de toute façon, un chat, on est déjà, puisque la stérilisation en plus est obligatoire. Est obligatoire, oui, depuis le mois de septembre 2014, on est obligé de les pucer, donc la petite puce électronique. Et c'est combien la puce ? Environ 60 € plus ou moins. Donc on démarre déjà avec un chat mâle à plus de 100 €. Oui. Et avec un femelle à 150, 160 €. Oui, tout à fait. Dès le départ, pour la stérilisation et la puce. Et là, il n'est pas encore vacciné, parce que le vaccin, c'est quand même aussi une assurance par rapport aux maladies futures et des choses comme ça. Donc ça, c'est déjà... il faut aussi penser à ça. C'est aussi une cinquantaine d'euros un vaccin pour un chat. Avec des rappels ? Oui, la première année, il faut un vaccin puis un rappel, et puis un rappel annuel. Ce qui est aussi important, parce que ce n'est pas que le vaccin, c'est aussi un check-up complet de l'animal pour voir s'il va bien chez le vétérinaire. Donc c'est aussi ça. Oui, parce que c'est ça. On a parlé du fait qu'il fallait effectivement le nourrir, le chat, ce qui est ça un coût euro moindre, par jour, plus ou moins. 1 € par jour. Oui, c'est ce qu'on compte. Le nourrir, qui a effectivement la stérilisation et la puce dès le départ, qu'il a besoin de câlins, mais il a aussi besoin effectivement qu'on s'occupe de sa santé. D'un antipuce par mois, ça c'est vraiment l'idéal, surtout un vermifuge, la litière, parce que c'est aussi des coûts auxquels il faut penser, qu'il faut, si c'est un chat qui ne sort pas, même parfois s'il sort, il aime bien quand même avoir sa litière, c'est toutes des choses auxquelles il faut penser, et ça c'est un animal en bonne santé. Et puis pensez aussi que lorsqu'on part en vacances, si on fait partie de la catégorie de gens qui aiment partir en week-end, en vacances, etc., soit on a quelqu'un sous la main pour pouvoir venir s'occuper de l'animal, ou alors il va falloir aussi compter dans le budget vacances la pension qui va s'occuper de lui. Et ça peut vite chiffrer, c'est tout de suite 10, 11 € par jour. Donc, on vient de passer les fêtes. Je crois qu'en fait, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. On offre un chiot ou un chaton en cadeau en se disant « Oh, qu'est-ce que c'est mignon !» Et puis voilà, on ne voit pas plus loin. Oui, c'est ça. Ça va s'appeler aux enfants. C'est tout petit, c'est un chouette cadeau. Mais un cadeau empoisonné en plus, parce que, enfin voilà, pas de bonne idée du tout. Est-ce qu'on a une idée du coût ? Enfin, je ne sais pas, Caroline, vous avez quand même pas mal de chats à la maison, mais Virginie, vous avez également des animaux en tant que vétérinaire. On a l'idée du coût d'un chat, un coût moyen par an pour un chat ? Moi, j'avoue que je ne compte pas, parce que comme j'en ai plusieurs, justement, ça sort comme ça au fil des semaines et des mois en fonction de ce qu'il faut, les commandes de nourriture, etc. Donc, je n'ai pas la moindre idée. Mais et donc, pour avoir une bonne nourriture, il faut compter quand même 35-40 € par mois. C'est pour une nourriture de bonne qualité pour un chat. Plus la litière. Plus la litière, plus un antipuce et un vermifuge. Donc, à mon avis, une dizaine d'euros. Donc, à mon avis, on n'est pas loin des 50 € par mois pour un chat, quoi.
Oui, donc voilà, voilà, pour un chat. C'est pour un chat. Oui. En faisant un rapide calcul, je dirais oui. Oui, hein, plus ou moins. Hein. Plus ou moins, et ce qui n'est pas nécessairement le plus cher. On parlait des vacances. Juste peut-être un conseil par rapport aux vacances et aux chats. On se dit, tiens, un chat, Virginie, vous le disiez au départ, il est plus finalement encore... attaché à la propriété qu'à la propriétaire, quelque part, ou au propriétaire. Et donc, ça voudrait dire que quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Est-ce que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui vient le nourrir sur place? Si c'est possible, je crois que pour le chat, c'est mieux de ne pas changer trop ses habitudes, quoi. Donc, et quoi, alors une chatière qui puisse rentrer, sortir ou Oui, s'il a l'habitude, oui, mais s'il n'a pas l'habitude, parce que parfois aussi le fait que le propriétaire ne soit pas là, il ne va pas vouloir rentrer. Donc parfois, c'est mieux carrément de le laisser enfermer pendant le temps des vacances pour être sûr qu'il n'aille pas quelque part et qu'il ne sache plus où rentrer. Donc, et que quelqu'un passe au moins, l'idéal une fois par jour, mais tous les 2-3 jours quand même pour voir si la litière est propre, s'il a encore à boire et à manger. D'accord, ça c'est plus simple alors que de mettre dans un refuge. Mais il y a d'ailleurs des sites internet maintenant qui proposent des services de cat sitting pour les chats, de dog sitting pour les chiens. Et donc, voilà, il suffit évidemment de faire suffisamment confiance à la personne. Mais bon, rien ne vous empêche de faire connaissance avec la personne un petit peu avant. Ce sont souvent des gens qui ont des animaux à la base et qui proposent leur service pour arrondir un petit peu leur fin de mois. Et bon, là, c'est peut-être pas vraiment moins cher qu'une pension, mais l'animal reste dans ses habitudes. Dans ses habitudes, il y en a plusieurs, parce que dans votre cas, Caroline, où il y a combien de chats à la maison? 4 à la maison, on va dire fixes. Plus des chats qu'on nourrit à l'extérieur. Plus, oui, effectivement, des chats qui viennent de temps en temps, des chats du quartier qui tournent un petit peu dans toutes les maisons où il y a des animaux pour venir s'approvisionner, pour venir se nourrir. Ça devient un peu une tribu, non, ces 4 chats à la maison? Il y a quelque chose de particulier qui se passe quand ils sont tous ensemble? Je dirais, ça dépend. Je crois que c'est un petit peu la même chose dans une famille où il y a 4 enfants. Il y a des moments où il y a des tensions, ils ne sont pas toujours d'accord de voir le voisin qui vient quémander des câlins alors qu'ils en ont envie au même moment. Donc ça tourne dans la pièce parce qu'on a pris la place, ce genre de choses. Ça se souffle dessus aussi, mais ce qui est particulier, en général ça va. Oui, mais chez le chat, c'est que c'est pas comme chez le chien où en général la hiérarchie s'installe et reste stable. Le chat, c'est très changeant hein. Par rapport à la nourriture. Il y en a un qui domine par rapport à un lieu, par rapport au propriétaire. Et donc, on peut pas. Chacun alors leur niveau de dominance. Oui, par rapport leur secteur. Oui, par rapport à certaines choses. Et même parfois, ça peut être mis en cause. Oui. Le fait que ce soit un animal qui est chasseur et chassé dans l'histoire fait aussi que c'est particulier par rapport à la dominance entre chats, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont chacun leur place vraiment, même sur un lit ou dans un canapé, ils ont vraiment leur place chacun. Enfin, moi, je remarque ça à la maison. Il y a des meubles sur lesquels Sam, par exemple, ne va jamais. Et je retrouve systématiquement virgule, en fait. Ou l'inverse. Hein. C'est vraiment chacun leur petit coin, leurs petites habitudes. C'est un petit peu comme nous, finalement. On a aussi des endroits où on aime mieux se mettre, s'installer. Il y a des gens qui se couchent dans le canapé pour regarder la télé. Il y en a d'autres qui s'installent avec, je sais pas moi, un petit peignoir dans le fauteuil. Bon, c'est un petit peu comme ça aussi. Oui, ils ont leurs habitudes, oui. Est-ce qu'on peut faire le parallèle forcément avec le chien, Virginie, en disant... moi, j'ai l'impression que la problématique est plus importante par rapport au chat, parce qu'on l'a dit, les gens s'imaginent qu'un chat, c'est plus autonome, etc., donc vont plus facilement l'abandonner. Oui. Mais la problématique est là pour le chien également. Je pense que la différence aussi, c'est que c'est entre guillemets plus facile d'abandonner un chat. Le chat, on va fermer la porte. Émotionnellement ? Non, pas... Parce que déjà, quand on l'abandonne, c'est qu'il y a un problème. Non, pas qu'émotionnellement, mais aussi... oui, la pratique de la chose. Un chien, si vous partez, que vous le laissez dans votre jardin, il va aboyer. Vos voisins vont être plus vite sensibles. Ah oui, donc plus facile d'un point de vue pratique. Pratique, oui. C'est horrible de dire ça, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a plus d'abandon de chats que de chiens. Parce que le chien, vous n'allez pas laisser le chien, si vous déménagez, vous laissez le chien dans le jardin, vos voisins, très vite, ils vont venir se plaindre parce qu'il aboie, parce qu'il détruit ou des choses comme ça. Le chat, il va aller se balader pour essayer de trouver une autre sortie. Trouver un autre endroit. Donc il y a déjà ce côté-là, effectivement. Moi, je pense que c'est ça la différence, peut-être. C'est vrai que moi, j'ai eu un chien qui a été abandonné dans mon quartier. Très vite, tous les voisins s'en sont rendus compte parce que le pauvre, il n'avait plus à manger, donc il faisait toutes les poubelles.
avec les conséquences que vous pouvez imaginer, tandis qu'un chat va peut-être être plus discret. Je ne dis pas qu'un chat ne va pas faire les poubelles, mais il va peut-être d'abord essayer de trouver d'autres solutions et aller essayer de se faufiler où il y a d'autres chats pour avoir de la nourriture. Donc ça va peut-être passer plus inaperçu pendant un bout de temps. Donc c'est déjà plus facile d'un point de vue pratique. Oui. Et puis aussi, il y a quand même quelque chose qui est quand même... Les chiens sont quand même plus souvent identifiés que les chats. C'est quand même très rare d'avoir un chien qui n'a pas une puce électronique. Donc... Et comment ça se fait ça? Parce que finalement, c'est obligatoire pour l'un et pour l'autre. Alors pourquoi il n'y a pas vraiment de vérification? C'est plus difficile. Oui, et puis je pense que les propriétaires de chats ne sont pas responsables par rapport à ça. Ils ont une chatte, ils ont des chatons, on les donne à la famille, à les amis, et puis voilà, on donne aussi. Un chiot, on le vend plus facilement qu'un chaton. Même un chiot qui n'est pas de race est plus vite vendu parce que voilà, on fait comme des frais vétérinaires. C'est rare les chatons que nous on voit, des chatons européens d'une portée, on les voit rarement. Les gens vaccinent. Alors que normalement, en fait, ça ne devrait plus être possible. Mais ce qui voudrait dire aussi qu'il n'y aurait plus finalement de chats européens ou de chats de gouttière. D'où la problématique de cette stérilisation. Donc ce serait un peu dommage aussi, quelque part. Tout à fait, oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu tellement de problèmes de population de chats qu'on n'arrivait pas vraiment à juguler, que c'est ça que c'est toujours la même chose, quoi. Il y a des gens des chattes, elles peuvent avoir 4-5 portées par an. C'est énorme. Et c'est vrai que le fait d'abandonner un animal, d'abandonner un chat ici en l'occurrence, ça peut avoir des conséquences terribles finalement, puisque comme vous le dites, un chat se reproduit très vite. Donc on n'abandonne pas seulement un chat, on va faire X malheureux tout à fait. Après, puisque ces chats vont se reproduire, ils n'ont pas été stérilisés, donc les petits vont à leur tour avoir des petits, et ainsi de suite, et pour finir, on se retrouve avec des populations terribles de chats errants et de chats malheureux. Donc effectivement beaucoup plus de problèmes au niveau du chat. Oui. Mais le chien est abandonné également, en période de vacances notamment. En période de vacances, parce que comme on dit, il est très beau quand il est chiot, et puis une fois qu'il devient adulte, on se rend compte que c'est contraignant. Que les gens l'éduquent pas toujours bien, ça aussi ça pose problème. Que même s'il pleut, il faut aller le sortir, que la propreté chez le chien, c'est pas inné à 2 mois, il ne sait pas se retenir 12 heures quand vous allez travailler, que vous allez avoir des accidents. Mais tout ça, c'est une question d'éducation. Votre chien... Et qu'un chien, ça demande d'être baladé, contrairement à ce que tout le monde croit. Même un chihuahua a besoin d'aller se balader. Le mieux, finalement, avant de prendre un animal, je pense que c'est de consulter un professionnel comme vous et d'aller lui demander, qu'est-ce qui m'attend vraiment. Oui, et en fonction du profil aussi. Parce que j'imagine que certains profils, enfants, pas d'enfants, travail, pas de travail, enfin, mode de vie, à la maison, mode de vie, etc. Parce que j'aime bien aller me balader 2 heures tous les week-ends. Parce que... Et là, vous pouvez conseiller. Il y a des races quand même, tout à fait. Il y a quand même des races qui sont un peu plus sédentaires. Mais même chose chez le chat, je pense qu'il y a quand même des caractéristiques en fonction des races, quoi. Si le fait qu'elle reste sur mes genoux, c'est quand même dû au fait que c'est un peu sa race qui fait qu'elle reste cool comme ça. Mais je pense que c'est ça. Il faut vraiment se renseigner. Il n'y a pas de bêtes questions et je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est vrai, la question des vacances, c'est quand même une question très importante. Le coût, des choses comme ça c'est vrai. Mais en tout cas, arrêtez d'offrir des chiots ou des chatons en cadeau. Oui. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours quelqu'un d'extérieur de la famille qui offre. Déjà là, c'est vraiment... Enfin, je veux dire, on se renseigne quand même avant d'offrir, parce que c'est un cadeau empoisonné, alors clairement. C'est parfois simplement une personne qui va l'offrir pour les enfants. Et puis, quel exemple aussi, le jour où on déménage par rapport aux enfants, laisser le chat là, enfin, c'est déjà induire une mauvaise attitude chez l'enfant. C'est clair qu'un enfant qui a vu ses parents le faire, il a toutes les chances de reproduire le schéma quelques années plus tard. Hein. Il n'aura pas d'état d'âme, puisqu'il va se dire, c'est pas grave, hein. Avec papa et maman, on l'a fait aussi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Parce qu'on a l'impression quand même que c'est un problème... je veux dire, Caroline le dit, elle a eu un coup de gueule. À un moment donné, elle a écrit ce livre parce que vraiment... d'abord parce que vous avez été dans le cas aussi de recueillir des chats. On se rend compte quand même qu'on n'a pas l'impression que ça évolue énormément, si? Enfin, en tant que professionnel, on a la sensation, malgré finalement, on en parle quand même plus, on essaie de conscientiser les gens... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Moi, j'ai même l'impression que c'est de pire en pire, en fait. Avec la crise économique en prime... Donc là revient le problème du coût. Alors, c'est que les gens ne réfléchissent pas au coût. On parle des animaux domestiques, mais par exemple, les chevaux. Les chevaux, oui. S'il y a bien un grand problème et une question de coût, le nombre c'est vrai, qui sont dans leurs prairies et des choses comme ça qui n'ont rien. Donc je pense que c'est vrai que c'est le côté financier qui pèse vraiment dans la balance. Donc ce serait pire encore aujourd'hui qu'avant? Moi, je pense. Moi, j'ai l'impression, oui, parce que quand on voit que les refuges, l'an dernier, en 2015,
ont accueilli plus d'animaux que jamais, et c'est le cas notamment d'un refuge de Chastres, en Brabant wallon. On en a parlé un petit peu partout dans la presse. Ils n'ont jamais connu un tel record, si on peut parler de record. Triste record. Il n'y a jamais eu autant d'abandon, donc plus que jamais, il faut réfléchir, je crois. Il faut réfléchir, oui, clairement. Et on a parlé du chien, du chat, mais il y a le NAC également. Parce que un lapin, ce n'est pas un cadeau non plus pour les enfants, parce que c'est pratique d'être dans la petite cage. Non, le lapin, d'abord, il n'est pas épanoui en vivant dans une cage. Et puis, ça demande aussi des soins pour qu'il soit bien, des choses comme ça. Il faut les stériliser aussi, c'est conseillé, les stériliser. La lapine pour sa santé, même chose que la furette, donc c'est aussi des coûts. Donc il faut vraiment penser à tout ça avant de s'engager, je pense, de prendre un animal. Les cochons d'Inde. Mais ce sont tous les animaux, finalement, à notre époque, qui sont abandonnés, parce qu'il y a quelques années, on parlait principalement des chiens et des chats. Maintenant, il y a toute une panoplie d'animaux, qu'à la limite, on ne parlait pas d'abandon les concernant avant, qui sont maintenant concernés par la problématique. Donc vraiment, je ne sais pas si on pourrait donner des cours aux gens qui veulent adopter un animal, mais il faut essayer de les conscientiser d'une manière ou d'une autre. Enfin voilà, comme vous disiez, Caroline, la première chose, c'est effectivement aller trouver un professionnel qui va vraiment bien expliquer en fonction de notre mode de vie et de nos moyens financiers, puisqu'apparemment ça a l'air d'être vraiment un gros souci par rapport aux abandons, de savoir effectivement ce qui va nous correspondre le mieux déjà. Ça paraît... Et puis je pense quand même... Ce petit livre, Caroline, n'a pas non plus été fait pour rien. Et en fait, ce qui est chouette aussi avec ce petit livre, c'est qu'il peut se lire facilement, il peut se lire aussi avec un enfant. Parce que je pense que c'est aussi la conscientisation. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est fait exprès. Je le voulais fin. Il a 26 pages, donc c'est vite lu. Et je voulais le faire en langage vraiment clair pour que ce soit lu par tout le monde, petit comme grand. C'était vraiment le but premier, oui. Et ce qui permet de sensibiliser finalement dès le plus jeune âge. Que ce soit les enfants qu'après nos parents. Et puis, s'il y a des bénéfices, j'espère, dans quelques mois, on saura le verdict, il y aura 50% des bénéfices qui seront reversés à des associations qui prennent soin justement des chats malheureux. Dans notre entourage ici, en province de Namur, Brabant wallon, etc. Et j'ai déjà quelques associations que j'ai contactées pour les prévenir qu'elles seraient bénéficiaires des royalties. Des royalties. Petit livre à avoir dans un cabinet vétérinaire, dans la salle d'attente, clairement, et à conseiller effectivement aux gens qui... Parce que bon, voilà, ici c'est Chaventure, parce que il se fait que dans votre histoire, c'est le chat qui est arrivé chez vous. Oui, ça aurait pu s'appeler Chien-Venture. Ça aurait pu être les chiens, ou Lapin-Venture, ou Chevaux-Venture, oui. Clairement, c'est parce qu'il se fait que dans l'histoire, voilà, ce sont les chats qui sont venus habiter votre maison, que vous avez recueillis. Oui, j'ai parlé de mes chats dans le livre. Voilà, je leur donne la parole au fil des pages, mais c'est vrai que n'importe qui, Madame a certainement plein d'anecdotes. Elle aurait pu certainement écrire le même livre avec d'autres animaux, malheureusement, et ça aurait tout aussi bien collé. Oui, clairement. Donc, on lui souhaite vraiment plein de succès à ce livre et on le conseille effectivement parce que voilà, comme on vient de le dire, il est fin, on peut lire avec un enfant et c'est vraiment, il faut conscientiser puisque vraisemblablement le problème il est toujours là quoi. Oui. Et encore une fois, consulter effectivement. Vraiment avant de prendre la décision. Est-ce que Internet peut être un où les conseils parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est qu'on s'engage pour un chat de nombreuses années, si tout va bien, et que malheureusement, parfois en fin de vie, il y a des pathologies qui viennent, donc c'est un coût. Et c'est pas le moment de l'abandonner, justement, en fin de vie. Quoi. Oui, il y a des malheureusement pour des opérations, des choses comme ça. Oui. Un chat, c'est plus ou moins 14 ans de vie. Et il y en a certains chez vous qui ont vécu 20 ans. Oui, un chat chez ma maman a vécu 20 ans, c'est vrai, oui. Mais effectivement, la durée de vie est importante de dire aussi. On ne s'engage pas que pour quelques années. On le prend pour les enfants qui sont toujours là. Et quand les enfants s'en vont, le chat, il est toujours là. Il faut continuer à s'en occuper. Le chat ou le chien, d'ailleurs. Merci, mesdames. Je vous souhaite une excellente galette des rois. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons aller partager ça après. Et plein de succès au livre. Et puis, on se retrouve avec... le cabinet Malcourant très vite. Et je pense d'ailleurs que ce serait intéressant les prochaines émissions parce qu'on va parler de comment bien choisir son chiot
et tout le côté aussi éducation. Tout à fait. Qui a son importance pour le garder aussi. Le chien, c'est bien de bien l'éduquer. Un bon chien pour bien vivre. Un bon chien pour... Ben voilà, très bonne idée. Merci Caroline, merci Virginie. Merci. Au revoir. Je vous souhaite, moi, une excellente soirée, une excellente galette des rois. Et on se retrouve très bientôt sur le plateau de Canal et compagnie. Bonne soirée.